Donc, bienvenue à ce colloque des mobilisations féministes contre l'extrême droite. Et je voudrais d'abord vous remercier pour votre nombre, parce que vous êtes tellement nombreuses et nombreux que nous avons dû ouvrir une deuxième salle, en plus d'être diffusée en direct sur YouTube. Je veux évidemment commencer par des remerciements infinis à toutes les équipes de la Boétie qui ont fait un travail extraordinaire. Remerciements au groupe de la gauche européenne avec sa coprésidente Manon Aubry. Remerciements au groupe parlementaire insoumis que je préside. Remerciements infinis à mon équipe, aux services d'ordre, aux traducteurs et aux traductrices et aux intervenantes qui viennent parfois de loin, voire de très loin. Et merci infiniment à vous toutes et tous d'être aussi nombreux et nombreuses. Alors, je suis honorée d'introduire ce colloque exceptionnel sur les mobilisations féministes contre l'extrême droite. Exceptionnel car nous avons toute conscience de l'immensité de la partie engagée contre une extrême droite qui accélère son offensive mondiale contre les droits des femmes et des minorités de genre, contre une extrême droite qui s'organise dans une internationale fasciste qui ne cache même plus sa filiation avec l'idéologie nazie. Exceptionnel car nous n'avions jamais eu avant autant d'invités internationaux avec des militantes élues et universitaires qui viennent d'Argentine, de Colombie, de Tunisie, de Pologne, d'Italie ou encore d'Andorre et de grandes figures françaises et franco-iraniennes. Notre rassemblement en nombre est un signal politique puissant. Nous organisons la riposte. Il sonne également comme une promesse de solidarité. L'internationale féministe, la sororité par-delà les frontières n'est pas un vain mot. Nous ne baisserons ni la voix ni la tête. Exceptionnel enfin, car nous sommes rassemblés pour célébrer une victoire historique pour les luttes féministes et une défaite majeure des antidroits. Il y a un an, le 4 mars 2024, nous avons consacré le droit à l'avortement dans la Constitution française. Il y a un an, la France parlait au monde avec une victoire arrachée de haute lutte contre l'extrême droite, mais aussi en tordant le bras du président Macron, qui n'a eu de cesse de nous mettre des bâtons dans les roues. Aux féministes du monde entier, votre lutte est la nôtre, cette victoire est la vôtre. Nous avons depuis des années une certitude. À la fin, la bataille se terminera entre eux, l'extrême droite, et nous, le bloc populaire. Nous y sommes. L'arrivée de Trump à la tête de la première puissance militaire mondiale marque un point de bascule. Du salut nazi de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui s'ingère dans nombre d'élections à l'étranger, au salut nazi de Steve Bannon, l'extrême droite ne se cache plus. Elle applique méthodiquement le projet 2025, plan de 900 pages, liberticide, xénophobe et masculiniste, avec une vocation à l'étendre au monde entier. Ce projet promeut un modèle familial conforme à la Bible, revendique l'union entre un homme et une femme et s'attaque à l'existence même des personnes transgenres. Trump a fait pleuvoir des décrets. La reconnaissance uniquement de 2 sexes masculins et féminins définis à la naissance. La suppression de toute aide publique pour la prise en charge des personnes transgenres ou encore la décision de bannir de l'armée toutes les personnes transgenres. Le projet 2025, c'est aussi la négation de la liberté des femmes de disposer de leur corps en coupant toutes les subventions fédérales au planning familial états-unien et par l'interdiction de l'avortement, et ce, alors que depuis la décision de la Cour suprême, l'avortement est déjà interdit ou menacé dans 26 États états-uniens. Je le dis, solidarité avec les femmes états-uniennes, en pensée et en acte, aujourd'hui, nous sommes avec vous. Et ces politiques ont d'ores et déjà des répercussions dans le monde entier, puisque Trump et Musk ont décidé de démanteler l'Agence états-unienne pour le développement et de geler toute aide pour 3 mois. 43% des financements mondiaux des soins reproductifs dépendent du financement des États-Unis. En 3 semaines, ce sont déjà 2,7 millions de femmes privées de contraceptifs, dont 2 millions de femmes sur le continent africain. En 3 mois, ce sont 8 000 femmes qui vont mourir d'un accouchement ou d'une grossesse, dont 7 200 femmes africaines du fait du seul gel de l'aide américaine. Oui, l'extrême droite ne se cache plus et s'organise de ravir Milei, président argentin, qui, en plus de vouloir détruire toutes les dépenses publiques et sociales à la tronçonneuse, qualifie l'avortement de meurtre et fait la liste de ses ennemis, le féminisme, la diversité, l'inclusion, l'immigration, l'avortement, l'écologie et l'idéologie de genre.
de Mélanie en Italie, qui, après avoir rayé le nom de la deuxième mère d'un enfant né d'un couple homosexuel, laisse les associations anti-droit dans les centres de planification familiale, ces mêmes associations qui organisent d'abjects cimetières de fœtus avec des croix portant le nom des femmes qui ont avorté. Ou encore jusqu'à l'AfD en Allemagne, avec à sa tête Alice Weidel, petite fille de juge nazi, qui ne se contente pas de parler de remigration et de grands remplacements, mais mène une campagne en distribuant des billets d'avion factices à toutes les personnes non blanches pour leur expliquer qu'elles seraient étrangères dans leur propre pays. La même campagne que menait le parti nazi dans les années 1920-1930 en distribuant des billets de train aux personnes juives à destination de Jérusalem. Je pense aux Iraniennes et au mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui connaissent une répression sanglante et meurtrière du pouvoir iranien. Cette répression prend des formes inhumaines, avec de la torture, des viols, des procès expéditifs, des exécutions sommaires. Je pense aux femmes afghanes, interdites par les talibans d'étudier, de sortir, de chanter, de parler, d'être entendues, d'être entreaperçues. Ces femmes, malgré la guerre menée contre leur existence et leur vie, continuent de lutter, nous arrivent ici et là par des vidéos prises sur des téléphones, des moments de résistance, d'insoumission. Nous apprenons de leur courage. La France n'est pas épargnée par cette offensive. Bardella souhaite inféoder l'extrême droite française aux suprémacistes de Trump. Dimanche, il y a 15 jours, ce sont 30 nervis qui, cagoulés et armés, ont attaqué en plein Paris une projection antifasciste de la jeunesse kurde, envoyant 2 militants à l'hôpital avec des coups de poignard, en criant « Paris est nazi », sans aucune condamnation du gouvernement français, ni aucun mot pour les victimes. La semaine dernière, des étudiants à Angers se sont fait tabasser en rentrant chez eux parce qu'ils ont refusé, comme leur intimé des militants d'extrême droite, de faire des saluts nazis. Cette semaine, une salle de prière musulmane s'est fait incendier dans le Loiret. Les attaques contre les centres du planning familial se multiplient. Rien que la semaine suivant l'inscription de l'avortement dans la Constitution, 3 centres ont été attaqués. L'extrême droite française s'organise parmi les parents d'élèves pour prendre en cible l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Elle désinforme, ment, salit, harcèle avec l'aide de l'empire médiatique de Bolloré. Et ce, alors que seuls 15% des élèves ont véritablement les 3 séances d'éducation à la vie affective obligatoires par an prévues par la loi. Les groupes violents, Némésis et Nous Vivrons infiltrent nos manifestations et instrumentalisent la cause des femmes pour répandre le poison du racisme et de la haine. Oui, l'extrême droite n'a pas changé depuis Jean-Marie Le Pen, qui déclarait, je cite, « L'affirmation que votre corps vous appartient est tout à fait dérisoire. Il appartient à la vie et aussi, en partie, à la nation. » Jusqu'à Marine Le Pen, qui expliquait, je cite toujours, « Le progrès pour les femmes, c'est de rester à la maison. » Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, sur les bancs de l'extrême droite siège pêle-mêle Laure Lavalette, qui a écrit vouloir abroger à terme le droit à l'avortement. Hervé de Lépinot, qui compare l'avortement, je cite toujours, au génocide arménien et rwandais, à la Shoah, au crime de Daesh. Caroline Parmentier, qui regrette, je cite toujours, qu'après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 par an, soit le nombre d'avortements en France, on doit maintenant les remplacer à tour de bras par les migrants. Il y a un continuum dans tous ces événements. Des germes fascistes qui ont toujours pour objet de s'attaquer aux plus vulnérables et aux premières victimes d'une domination millénaire qui est le patriarcat. Il y a aussi, dans toutes les expériences internationales de victoire ou de forte montée de l'extrême droite, une constante, les libéraux qui les aident, mais aussi une partie de la gauche qui renonce. En France, Emmanuel Macron explique que le problème de l'hôpital public, c'est qu'il y a trop de Mamadou. Emmanuel Macron parle de réarmement démographique, comme Viktor Orban, Premier ministre hongrois d'extrême droite, qui impose aux femmes d'écouter le cœur du fœtus lorsqu'elles souhaitent mettre fin à une grossesse. En France, Emmanuel Macron nomme un Premier ministre en niant le résultat des urnes qui parle de submersion migratoire. Il nomme un ministre de l'Intérieur qui, en plus d'avoir voté comme sénateur contre la constitutionnalisation de l'IVG, parle comme sous Vichy de Français de papier, de belles heures de la colonisation et de régression vers les origines ethniques en parlant des jeunes des quartiers populaires. Et nomme comme ministre de la Justice Gérald Darmanin, le même qui a porté une loi immigration directement inspirée du programme de Jean-Marie Le Pen avec la préférence nationale qui, pour la première fois de toute l'histoire de la Ve République, est votée grâce aux voix de l'extrême droite. Oui, la Macronie porte une responsabilité historique dans la montée de l'extrême droite.
Mais cette responsabilité est aussi celle de ces partis dits de gauche qui renoncent et, pour éviter le pire, laissent le pire advenir. Ces partis qui renoncent à la rupture avec le modèle économique capitaliste qui détruit les écosystèmes et les êtres humains, qui renoncent à prendre à bras le corps les questions antiracistes, qui renoncent à défendre la paix et l'égale dignité des êtres humains, notamment face au génocide du peuple palestinien, soutien aux femmes palestiniennes. Nous sommes fiers de porter haut et fort le combat pour le droit international. On ne se tait pas face à un génocide. On ne se tait pas face à 18 000 enfants tués par l'extrême droite de Netanyahou, dont la moyenne d'âge était de 5 ans. Oui, nous sommes fiers de porter le combat contre le racisme systémique. On ne se tait pas quand Naël meurt d'une balle dans la tête à 17 ans. On ne se tait pas quand la France détient le triste record d'Europe du nombre de morts pour refus d'obtempérer. Car c'est notre humanité commune qui est en jeu, car l'extrême droite se nourrit de ses renoncements complices. On ne se tait pas face à l'extrême droite, on la combat. Nous sommes ici pour ne pas nous taire, car nous déjouons le sort qui est fait aux femmes à qui on apprend le silence. Nous sommes rassemblés ici pour organiser la riposte, parce que derrière toutes nos victoires se cachent des défaites de l'extrême droite, parce que nous avons la force de vaincre le fascisme. Nous savons toutes ici que la politique est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort quand 6 femmes polonaises sont mortes depuis la quasi-interdiction de l'avortement, dont Isabella, mère d'une petite fille de 9 ans, à qui on a refusé l'avortement alors que sa vie était mise en danger par sa 2e grossesse, et dont le dernier SMS avant sa mort déclarait « C'est la loi, le supplice de l'être humain, les femmes sont devenues des couveuses ». Une question de vie ou de mort quand la mortalité infantile explose aux États-Unis depuis l'entrée en vigueur des lois anti-avortement, avec des décès de bébés de moins d'1 an dus à des anomalies congénitales qui ont explosé de 23% au Texas. Une question de vie ou de mort, quand depuis janvier 2025 en France, 19 femmes sont mortes d'un féminicide, quand toutes les 2 minutes 30 dans notre pays, il y a un viol ou tentative de viol. Une question de vie ou de mort, quand l'inaction climatique tue alors que nous devrions mettre toute notre énergie face aux plus grands défis du XXIe siècle, conserver un écosystème compatible avec la vie humaine. Oui, nous avons la force de tout changer. Nous sommes ici pour dire que nous voulons faire triompher l'autonomie. Cette autonomie individuelle qui est pourtant toujours conditionnée par l'autonomie collective. Cette autonomie collective qui fonde la justice reproductive que nous appelons de nos vœux. C'est-à-dire le droit d'avoir un enfant, le droit de ne pas avoir d'enfant, le droit d'élever un enfant dans un environnement sain. La génération future, nous la voulons dans une France où ce n'est pas un Français sur 3 qui se prive régulièrement de repas pour nourrir ses enfants. Dans une France où ce n'est pas un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Dans une France où la mortalité infantile ne repart pas à la hausse comme maintenant, ou dans une France où le scorbut, maladie de la misère et de la précarité alimentaire, ne revient pas frapper les enfants par centaines. Car notre féminisme, celui qui poursuit cette pleine autonomie corporelle, ne serait qu'un mot creux sans la justice sociale qui lui donne toute sa substance. Les millions de femmes qui tiennent le pays debout représentent toujours 57% des travailleurs pauvres, 87% des temps partiels subis et 60% des travailleurs au SMIC, 77% des professions de santé, 94% des aides à domicile, 64% des personnels de nettoyage, 67% du corps enseignant. Ces femmes, premières victimes de la réforme de la retraite à 64 ans et des réformes macronistes. Car derrière la suppression du critère d'exposition aux agents chimiques, on trouve les coiffeuses qui respirent de l'ammoniac plusieurs heures d'affilée, ou ces ouvrières du textile qui manipulent des solvants à longueur de journée. Derrière la non-prise en compte de certains métiers pénibles, ces aides à domicile qui portent leurs patients à bout de bras, ou ces caissières qui soulèvent jusqu'à 2 tonnes de marchandises par jour. Ces infirmières qui ont une espérance de vie de 7 ans inférieure à celle de la moyenne des femmes et qui, pour 20% d'entre elles, partent à la retraite en incapacité. Toutes ces femmes cassées par le boulot et dont les douleurs ne sont jamais reconnues comme maladies professionnelles. Derrière les accidents de travail, de plus en plus de femmes. Les accidents avec arrêt de travail ont augmenté de 28% pour les femmes en 15 ans, quand elles ont diminué de 28% pour les hommes. Si bien qu'une aide à domicile a plus de risques aujourd'hui d'un accident qu'un travailleur du BTP.
Avec des salaires 23% inférieurs aux hommes, des retraites 40% inférieures, elles représentent 82% des familles monoparentales. Elles sont toujours sans aucune reconnaissance pour le travail invisible, gratuit, épuisant, car la vie de millions de femmes est rythmée par une charge mentale, une interminable liste de tâches pour lesquelles elles n'ont aucun goût ni don inné. Penser au coton-tige, vérifier quel jour la nounou part en vacances, faire le chèque pour le voyage scolaire, se libérer pour la réunion parents-professeurs, prendre un congé quand le petit est malade, l'aider pour ses devoirs, changer le billet de train, faire les courses, prendre rendez-vous pour le rappel du vaccin, rendre la BD à la bibliothèque, emmener la petite à la guitare, préparer le goûter, faire à manger, passer l'aspirateur, repasser les affaires du petit, étendre le linge, vider le lave-vaisselle. Car oui, les femmes passent encore aujourd'hui 2 fois plus de temps à faire le ménage et à s'occuper des enfants que les hommes. Nous sommes ici les partisanes du féminisme populaire, qui exige autant l'autonomie individuelle, la justice reproductive, le droit à disposer de son corps, que l'augmentation des salaires et le dégel du point d'indice des fonctionnaires, la revalorisation des métiers du lien, la titularisation des accompagnantes d'élèves en situation de handicap, la création d'un service public d'accueil de la petite enfance, la suppression de la décote et la retraite à 60 ans. Car quel est le sujet du féminisme? Une histoire multimillénaire de l'émancipation. Car le féminisme est un humanisme. C'est l'autonomie individuelle consacrée par les droits humains qui est à la base des libertés de conscience, d'expression, de mouvement. C'est se commander à soi-même, être maître de soi. Il n'y a pas d'aspiration plus haute pour tout être humain. C'est pour cela que le droit à l'avortement est le préalable à tout féminisme. Garantir ce droit, ce n'est pas juste défendre la justice reproductive dans le monde, c'est défendre la démocratie, celle d'être sujet de sa vie. Être féministe, c'est lutter pour l'égalité des droits au sens large. Ce n'est pas un combat qu'on décompose à loisir pour servir le racisme ou l'exploitation économique et sociale des uns sur les autres. Oui, nous avons la force de tout changer. Nous sommes ici pour assumer d'être des militantes, car tous nos droits n'ont jamais été concédés, mais ont toujours été conquis de haute lutte. Car dès que les peuples se mettent en mouvement, nous emportons des victoires. Victoire magnifique des Colombiennes et des Argentines avec la légalisation de l'avortement et les grèves féministes en Argentine. Victoire des Polonaises qui ont dégagé l'extrême droite du pouvoir et se battent pour récupérer le droit à l'avortement. Des militantes féministes et écologistes qui ont gagné l'interdiction de l'exploitation pétrolière en Équateur. Des Espagnols qui ont arraché une loi cadre contre les violences. Derrière ces victoires, derrière ces lois, il y a toujours une foule. Une foule de militantes de celles dont on a retenu le nom, mais aussi de toutes les anonymes qui, dans l'histoire longue des peuples, arrachent victoire après victoire. Gloire à ces femmes qui ont pavé le chemin, gloire à celles qui continuent de se battre aujourd'hui et savent combien nos droits sont fragiles. Oui, nous avons la force car désormais nous assistons à ce que le sociologue Tiberi appelle la socialisation inversée. Pendant longtemps, les adultes ont imposé leur vision sociale à travers l'école et l'autorité de leur descendance. Désormais, on observe le phénomène inverse. Les enfants et les petits-enfants, par la discussion, ont une influence grandissante sur les opinions de leurs parents et grands-parents. C'est ce qui s'est passé dans la bataille pour garantir l'avortement dans la Constitution. Mathématiquement, nous devions perdre ce combat. Et pourtant, ce sont les filles, petites filles, nièces de sénateurs et de sénatrices, qui ont fermement affirmé qu'elles ne viendraient plus à Noël, qu'elles ne viendraient plus aux vacances, qu'elles ne viendraient plus jamais les voir si leurs parents ne votaient pas en faveur de la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Et cette socialisation inversée est une excellente nouvelle pour nous, car la jeune génération est massivement féministe et antiraciste. Oui, nous avons la force de tout changer, car, comme le disait la philosophe et militante Silvia Federici, le capitalisme et le patriarcat sont 2 faces d'une même médaille. Ils se nourrissent de l'exploitation des femmes, de leur travail gratuit, de leur corps, de leur silence. Mais nous, les femmes, nous sommes la force qui peut briser ces chaînes. Par notre solidarité, notre résistance, notre amour pour la vie, nous pouvons créer un monde nouveau. Merci beaucoup à vous et excellent colloque.